Très bien, merci beaucoup. Je suis honoré et je tiens à remercier les organisateurs de permettre à Santé publique France de participer à cette discussion, encore une fois, qui me semble importante, effectivement, avec les scientifiques, toutes les parties prenantes et les décideurs publics. Euh, donc, alors, est-ce que ça va fonctionner? Ou dans le sens? Très bien. Ça a été largement souligné par Isabella. Je reviendrai en deux mots. Le premier pour dire qu'effectivement les sources sont diverses. On considère souvent l'enveloppe, le bâtiment, les sources intérieures, l'aération et la ventilation évidemment est un déterminant clé, et puis l'environnement extérieur, puisque un nombre de polluants finalement migrent dans l'environnement intérieur. Ce qui est important aussi de souligner, c'est la diversité des polluants. Les agents biologiques ont été largement évoqués jusqu'à maintenant, mais il y a aussi les agents chimiques, de nombreuses substances chimiques, donc naturelles ou d'origine anthropique. Et puis les agents physiques, là aussi c'est divers, ils peuvent être naturels comme le radon, l'amiante, un certain nombre de fibres, le bruit, etc. etc. Donc vraiment, cet environnement est confronté à la fois à un certain nombre de sources et à une diversité de polluants. Là aussi, ça a été évoqué, bien souligner que les effets sur les systèmes sont divers, respiratoires, cardiovasculaires, sur le développement, et des effets à court terme et à long terme. Alors, sur l'ensemble des environnements, et pas uniquement l'école, c'est une étude qui a été évidemment soulignée en introduction. L'ANSES et l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur avaient réalisé une étude estimant sur 6 polluants, donc uniquement sur 6 polluants, le coût lié à la pollution de l'air intérieur dans les logements. Et donc, plus de 19 000 décès annuels avaient été mis en relation avec cette pollution de l'air, avec un coût économique pour la société assez conséquent, de l'ordre de plus de 19 milliards également. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est des effets sur la santé qui ne font plus de doute, où on commence à avoir un corpus de données assez conséquent. Un point quand même pour souligner les enjeux de la qualité de l'air et de santé publique pour les établissements scolaires. Tout d'abord, ça a été souligné, c'est une exposition importante à la pollution de l'air intérieur. Alors les chiffres sont sensiblement comparables. Hein. Dans une étude récente qu'on est en train de conduire, en France, on a estimé qu'à peu près 20% de l'année, les enfants adolescents, puisqu'on considère de l'école jusqu'au lycée, séjournent dans les classes, dans les établissements scolaires. Ça a été aussi évoqué, au-delà des établissements, on passe à peu près 80-90% de notre temps dans les environnements intérieurs. Je l'ai souligné également, finalement, la diversité des polluants qui sont présents dans les établissements scolaires, avec, et on y pense souvent pour les écoles ou les établissements scolaires à proximité d'infrastructures routières, un transfert qui peut être important de polluants de l'extérieur vers l'intérieur. Et enfin, et là c'est vraiment particulier aux établissements scolaires, une densité d'occupation très importante, hein, qui est marquée par un confinement souvent très important dans les salles de classe. Évidemment, ça ne nous a pas échappé, les enfants sont une population vulnérable sur le plan physiologique, notamment parce que les systèmes immunitaires, respiratoires, la barrière hémato-encéphalique qui entoure le cerveau ne sont pas encore matures, et donc il peut y avoir une sensibilité plus importante, voire un passage plus important vers ces organes. C'est pour nous aussi, et j'en suis sûr pour vous aussi, un lieu d'éducation et de sensibilisation. Donc c'est important d'avoir des données, c'est important d'agir dans ce type d'établissement, et notamment pour sensibiliser les futures générations. Enfin, contrairement au logement où c'est plus complexe d'entrer en termes d'études, en termes d'action publique, là, il y a un vrai levier politique, à la fois des collectivités, des départements et des régions, et du ministère, pour agir au sein de ces établissements. Dernier point, c'est que, d'où l'introduction et mon titre, c'est vrai que quand on compare par rapport au corpus de données qu'on a pour l'air extérieur, la réglementation qui existe, la surveillance qui existe autour de l'air extérieur, on voit que finalement, aujourd'hui, la qualité de l'air intérieur, et notamment dans les établissements scolaires, est beaucoup plus pauvre, notamment en termes de données, en termes de réglementation et en termes de surveillance. Alors, je vais vous présenter une étude qui a été publiée l'année dernière par Santé publique France et qui visait à évaluer le bénéfice d'une réduction de l'exposition au formaldéhyde, hein, qui est un polluant de l'air intérieur, et aux moisissures dans les salles de classe pour les enfants de 6 à 11 ans. Et donc, on a
proposé plusieurs scénarios et on a essayé d'estimer quel est le bénéfice associé à ces scénarios. Donc pour le formaldéhyde, aujourd'hui, il existe une valeur réglementaire dans les établissements recevant du public qui est de 30 microgrammes. Et donc on a pu mettre en avant que 21% des écoles aujourd'hui dépassaient cette valeur, ce qui est loin d'être négligeable. Et en termes de conséquences, alors c'est un peu petit, mais donc de l'ordre de 3000 cas d'asthme, si je lis bien. Non, 9000, pardon. 9000 cas d'asthme étaient liés donc à la présence de formaldéhyde dans ces écoles. Pour le formaldéhyde dans un autre scénario, et là c'est un scénario de renouvellement d'air, de très bon renouvellement d'air. Aujourd'hui, il y a des indices qui existent, qu'on appelle icônes, et qui permettent finalement d'estimer l'efficacité du renouvellement d'air. Et quand on considère finalement les établissements avec le meilleur renouvellement d'air, si on appliquait ce meilleur renouvellement d'air à toutes les écoles, là le gain est vraiment substantiel, hein, puisque ça nous permettrait de réduire de près de 30 000 cas le nombre d'asthme annuel pour les enfants. Et enfin, pour les moisissures, aujourd'hui, 5% des écoles élémentaires en France présentaient des signes de moisissure visibles. Et là, c'est pareil, un gain substantiel d'un peu plus de 10 000 cas de sifflement asthmatique serait finalement éradiqué, supprimé, si on enlevait les moisissures dans les écoles. Alors, très rapidement, en 2 mots, vous dire, mais ça a également été souligné, que au-delà de ces effets cliniques, effectivement, il y a des effets sur l'apprentissage, sur des effets cognitifs. Et là, effectivement, il y a un corpus de données qui est vraiment en faveur de dire que, avec l'augmentation des températures, la capacité d'apprentissage des enfants est diminuée. Et c'est la même chose pour le confinement. Les études le montrent très clairement. Et aujourd'hui, il y a vraiment un mauvais renouvellement d'air qui a été estimé en France dans près de 4 écoles sur 10. Dernière diapositive sur les messages clés et les leviers d'action. Donc effectivement, on a pu quantifier sur la base de données scientifiques le bénéfice lié à l'amélioration de la qualité de l'air, et donc il est non négligeable, il est important sur l'asthme de l'enfant. Il y a plusieurs actions qui peuvent être mises en place par les acteurs sur les sources pour réduire les expositions, sur les systèmes de ventilation. Et évidemment, il est important de prendre en compte ces enjeux lors de la réhabilitation, de la construction et l'utilisation. On a besoin aussi de données. On a une seule étude qui a été conduite dans les écoles au niveau national. Donc on a besoin de renouveler ces données-là pour avoir une meilleure photographie de la pollution. Et puis on poursuit, nous, ces études-là, notamment avec la ville de Lyon et de Paris, pour voir finalement quelle est l'influence de la pollution de l'air extérieur dans les écoles et sur le développement d'asthme. Voilà, je vous remercie de votre attention. Peut-être d'un mot pour vous dire, parce que c'est un point important, on en entend parler, et c'est d'actualité, notamment aujourd'hui, c'est que souvent il y a une pensée des politiques publiques ou des acteurs sur quand il fait très chaud, il faut fermer les écoles. Nous, on promeut finalement peut-être l'inverse, c'est de transformer ces écoles-là en sanctuaires et en refuges, c'est-à-dire de vraiment travailler sur les écoles pour pouvoir finalement être un lieu de protection et de pouvoir accueillir les enfants qui vivent parfois dans des logements surchauffés. Donc c'est vraiment de transformer cette dynamique en les écoles, les établissements scolaires comme refuge pour la santé des enfants. Merci.